Bonjour et bonsoir très chers amis. Je pense que vous m'entendez très bien. Et comme vous le constatez, les événements actuels en Afrique de l'Ouest, surtout un pays que nous aimons, la Côte d'Ivoire, actuellement est dans des problèmes psychologiques, des problèmes de tristesse actuellement parce que le pays a perdu un grand homme, Ahmed Bakayoko, que tout le monde est au courant. Et vous avez vu partout, à gauche et à droite, en haut, en bas, tout le monde en train de faire leurs vidéos pour essayer de comprendre ce qui n'a pas allé, ce qui n'a pas donné chez Ahmed Bakayoko, pour qu'il puisse perdre sa vie à ce jeune âge ainsi. Je profite de cette vidéo pour d'abord m'incliner devant la mémoire de cet homme. Je voulais aussi souhaiter que son âme se repose en paix et que la famille tienne un grand courage, surtout sa femme, qui traverse des moments très difficiles actuellement. Les enfants aussi. Je pense que tout ira bien dans le temps, mais c'est pas facile en tant que femme. Pour les enfants, ce serait compréhensible, mais pour la femme, à chaque soir qu'elle s'en va au lit, elle s'en va se coucher sans son homme à côté. Donc c'est très difficile pour elle et je veux que tout le monde prie pour elle, que nous ayons un grand sport pour elle. Voilà, donc je me présente actuellement, je suis un mathématicien, statisticien. Et nous parlons en termes de données, en termes de facts, c'est-à-dire en termes de données qui sont là disponibles à nos mains. Et nous faisons notre analyse se basant sur euh, le numérique. Voilà, tout ce qui est technologie numérique, analytique, nous faisons notre analyse par rapport à ça. Voilà. En ce qui concerne sa mort, ça a beaucoup troublé beaucoup l'esprit des gens et les gens se disaient, bon, il a été empoisonné, d'autres disent il a eu cancer, d'autres disent il est mort par-ci et par-là, il a été tué par le gouvernement, et d'autres aussi inventent d'autres choses. Mais nous allons essayer un peu d'apaiser les choses et expliquer terre à terre ce qui c'était, bon, ce qui peut vraiment aboutir à ça. D'abord, la thèse. Ce que nous parlons, c'est la thèse de la mort naturelle. Tout le monde peut mourir. Les enfants peuvent mourir. Un bébé qui naît aujourd'hui peut mourir. Et quand vous partez à la pédiatrie, il y a des enfants qui naissent, ils meurent le même jour. C'est normal. Il y a des gens aussi qui arrivent à un certain âge, peut-être 5 ans, 6 ans, la personne meurt. C'est normal, c'est une mort naturelle. Donc, et je vous avais dit, la probabilité pour que quelqu'un meure à l'âge de 20 à 30 ans est un peu moyenne, un peu faible, mais euh, à partir de l'âge 40 jusqu'en allant, cette probabilité commence maintenant à augmenter un peu, jusqu'à réduire cette probabilité d'avoir une longévité de la vie. C'est-à-dire les facteurs qui encourent à ce qu'un homme puisse mourir de l'âge 40 jusqu'à l'âge 100 est très très élevé. Donc, ces facteurs incluent les maladies, les accidents, la vieillesse, voilà, tout cela. Et il y a tous ces paramètres qui sont là. Alors que Ahmed Bakayoko se situe sur cet intervalle-là, de 40 jusqu'à 90 ans. Et donc, sa mort, bon, ça peut choquer les gens. Comme, bon, et en tant que mathématicien, statisticien et aussi analytique, et bon, on peut dire que bon, sa mort, c'est normal, c'est naturel. Ça peut être consommé comme ça. Voilà. Mais maintenant, nous allons sur ce qu'on appelle encore life contingency. Vous savez, les contingences de la vie. Les contingences de la vie, quand on parle des contingences de la vie, c'est quelle est la probabilité, la chance à ce que, bon, par exemple, on ait un accident de mort. Et quand nous parlons d'accident de mort, c'est les crashs d'avion, c'est les accidents de voiture, c'est aussi
d'une mort naturelle, il y a des gens qui partent au lit, ils partent pour dormir, le lendemain ils sont morts. Ça c'est life contingency, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on n'attendait pas. Ou bien bon, comme ça vous rentrez dans un avion, vous avez programmé, fait un bon programme, et puis vous vous rendez compte que bon, l'avion s'est crashé, donc tout est perdu. C'est quelque chose que vous n'y attendez pas. Et c'est ce qu'on appelle life contingency. Ou bien vous rentrez dans une voiture, vous partez en famille pour saluer les membres de famille, et du coup, comme ça, vous faites un accident, quelque chose arrive, voilà, la voiture prend feu, ou bien tout ça, bon, les gens, la personne peut mourir. Ça rentre dans life contingency. Donc, des facteurs qu'on a présentés ici, l'intervalle d'âge, qui n'était pas un bon facteur pour Ahmed, il est mort et cet intervalle-là est compris entre 40 jusqu'à 90 ans. C'est compréhensible. Tout on peut mourir à cet intervalle. Et life contingency, qui est tous ces facteurs qui sont là, qui peuvent faire que l'être humain peut mourir en année. Même moi qui vous parle, peut-être que demain, bon, je ne serai plus là. Voilà. Je vais aller dormir, demain matin, on me dit, bon, je ne suis plus là. Ça, c'est life contingency. Mais maintenant, il faut préparer la psychologie et le mental des gens pour qu'ils puissent comprendre que quelqu'un peut mourir comme ça. Et ceux qui n'ont pas expérimenté les morts subites dans des pédiatries, dans des centres d'accouchement, dans des trucs comme ça, bon, c'est vraiment difficile pour quelqu'un de comprendre ça comme ça. Maintenant, après ça, nous allons parler de la probabilité que quelqu'un meure d'une maladie telle que le cancer. Vous savez, en Afrique, les domaines scientifiques ne sont pas souvent très bien expliqués. Quand on parle de cancer comme ça, le cancer peut être dû à la consommation d'alcool, ou bien bon, la chance pour que quelqu'un puisse naître avec un facteur de cancer est souvent un peu élevé, et surtout dans un monde moderne où nous consommons tout ce qui est super congelé, les poissons congelés, les poulets congelés, surcongelés. Voilà, nous mangeons toutes ces choses-là. Et puis, bon, nous mangeons des garbas, des poissons frites avec de l'huile usée et des sardines qu'on ne connaît même pas leur source. Et autre alimentation, les boissons, les vins, les boissons fermentées, les bières, où on n'en sait même pas les dates de péremption. Et tout ça, là, ça constitue un facteur de cancer. Voilà. Maintenant, deuxième facteur de cancer, c'est les maladies qu'on appelle couramment les hépatites. En Afrique, surtout les Noirs, l'être humain africain est tellement exposé à l'hépatite, que ce soit l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C. Beaucoup d'Africains, surtout les Noirs, ça ne les arrange pas. Ils sont beaucoup exposés à ces maladies-là. Mais beaucoup ne prennent pas soin d'aller dans des hôpitaux se détecter, savoir que ton sang contient de l'hépatite. Et quand ça contient de l'hépatite, à ce moment, il faut comprendre quel aliment consommer. Parce qu'il y a certains aliments, une fois que tu consommes, le foie n'arrive pas à filtrer et les cholestérol, le foie n'arrive pas à filtrer les aliments les plus carbonisés. Et quand c'est comme ça, vous voyez que le foie est fatigué. Le foie n'arrive plus, les graisses animales, les graisses végétales, le foie n'arrive plus à les modifier. Vous voyez, donc ça donne une accumulation, et le foie commence maintenant à avoir une défaillance. Et c'est d'où la provenance du cancer du foie. Donc ça veut dire qu'Ahmed Bakayoko, bon, peut-être s'il n'était pas dépisté, savoir que bon, il avait l'hépatite B ou bien l'hépatite A ou bien bon, beaucoup de formes d'hépatite, et que bon, il n'a pas su modérer sa consommation d'alcool, sa consommation des huiles, sa consommation des poissons frites, des poulets surcongelés, des choses, de la graisse animale. Tout ça là, bon, ça pouvait constituer vraiment un facteur qui a fait de telle sorte que bon, il y a eu des accumulations au niveau du foie, mais qui n'a pas su attendre jusqu'à ce que bon, ces derniers jours étaient arrivés. Voilà. Donc ça, c'est un facteur médical. On peut, si le plan, bon, un peu, le plan physionomique, médical, scientifique, ça peut être expliqué. On peut expliquer ça comme ça. Donc sa mort peut être due à ça. Donc ça n'a rien à voir avec l'empoisonnement. Ça a un lien étroit avec le fait qu'il ne s'est pas dépisté tôt et tout ce qu'il a consommé
il ne sait pas contrôler, il ne sait pas vraiment miser à comprendre que ça, je ne devrais pas manger ça. Et ça a causé sa mort. L'autre facteur qu'on devrait explorer en tant que scientifique, et c'est ce que je vous dis, il faut être un peu rationnel. Quand vous voulez faire un jugement des choses, il faut être rationnel. Et qui parle de rationalité, parle en termes de, il faut être positif dans tous les sens. Voilà, il faut accepter toutes les idées, mais les analyser en profondeur. Maintenant, ça c'est le facteur politique. Avant de parler des facteurs politiques, nous allons souligner un point très important qui est en relation directe avec les points que je viens de citer, là, c'est que la consommation d'alcool, le tabagisme, la fumer la drogue, fumer les cigarettes, beaucoup de choses comme ça. Ahmed occupait un poste très très important. Mais maintenant, vous, comme vous le constatez, en Afrique, les gens occupent, ils ont beaucoup de postes en même temps. La personne, il est premier ministre, il est ministre de la Défense, il est maire, il est quoi, il est tous ces postes d'occupation. Et si vous faisiez vraiment attention, vous allez vous retrouver qu'Ahmed exerçait à peu près 6 fonctions. Une seule personne qui a 6 fonctions. Est-ce que vous comprenez? La personne gagne bien son salaire, mais en même temps, la personne n'est pas, il ne peut pas donner de lui-même et toutes ses capacités intellectuelles, toutes ses capacités physiques de pouvoir satisfaire les postes qu'on lui a donnés. Imagine qu'on vous nomme un maire, vous avez beaucoup de tâches à faire. On vous nomme un premier ministre, vous avez tout un grand programme à faire. On vous dit que vous êtes ministre de la Défense, vous avez beaucoup de choses à faire. On vous dit vous êtes ça, vous êtes tant, et tout ça là, Ahmed a accumulé ça. Mais maintenant, une fois que vous avez toutes ces tâches-là cumulées, et il faut dire que de temps en temps, le sommeil va vous manquer. De temps en temps, votre corps est abattu. De temps en temps, vous avez besoin de prendre les substances pour pouvoir garder le corps et le physique normal. Et quand la fatigue devient à l'extrême, vous êtes obligé de prendre des boissons, de l'alcool, le tabac pour pouvoir rester très actif. Et ça pouvait conduire, si Ahmed avait de l'hépatite, il avait de l'hépatite, ou bien, bon, on a eu des thèses qui ont dit aussi qu'il avait, il souffrait d'anémie. Bon, l'anémie, c'est quand vos globules, les globules n'arrivent pas à vraiment préfabriquer certains virus positifs qui permettent de neutraliser tout ce qui est virus négatif venant bon, de certaines maladies. Et quand c'est comme ça, il y a accumulation des facteurs d'affaiblissement sur le foie. Et ce que je viens de vous dire là, ça pouvait contribuer à pousser Ahmed à fumer beaucoup, à boire beaucoup d'alcool, à prendre des substances et pour pouvoir rester actif. Et je profite de ça pour vous dire, actuellement, il y a des boissons énergétiques qui ont rempli les marchés de l'Afrique de l'Ouest. Ils vont vous vendre des boissons, soi-disant des boissons énergétiques. Vous prenez ça, vous êtes content toute la journée, ça vous donne la force de travailler, mais en même temps, ça vous tue à petit feu. C'est ça qui donne des cancers. Vous voyez, ça fatigue les reins, ça fatigue les foies, ça fatigue tout ce qui est tout ce qui est système digestif, ça fatigue ça. Et quand une fois que tout votre système est fatigué, et vous voyez que la transformation enzymatique des aliments, ça devient un problème. Et c'est ça qui cause les cancers. Voilà, donc ça c'était un autre facteur qu'on devrait ajouter. Et maintenant parlons de la politique. La politique, bien sûr, peut être un facteur qui a tué Ahmed. Vous savez, en Afrique, les gens, ils vous aiment pas par rapport à votre compétence. Ils vous aiment par rapport à votre résilience. C'est-à-dire, quand vous les respectez, quand vous les donnez l'argent à manger, quand vous les partagez, quand vous les donnez tant et tant et tant et tant, quand vous les faites ça, les gens vous aiment. Mais ils ne tiennent pas compte de la compétence. C'est-à-dire, on met quelqu'un qui travaille très bien, il fait un bon travail, un super bon travail. Les gens ne tiennent pas compte de ça. Mais ils regardent, est-ce que ce que tu es en train de faire, ça nourrit ma famille? Est-ce que tu arrives à me corrompre? Est-ce que tu arrives à me... Bon, tout ça là, il y a des jalousies qui sont aussi là, il y a des mésententes, il y a tout ça là qui peuvent être là. Donc, ça peut contribuer à quelqu'un qui a d'autres programmes bizarres de venir empoisonner Ahmed.
c'est possible. Ça, c'est une possibilité, mais on dit que c'est vraiment une possibilité. C'est un facteur qui est là. Bon, peut-être qu'Ahmed, bon, il était en train de discuter un poste présidentiel avec d'autres personnes qui sont invisibles dans les sphères politiques ivoiriennes. Donc, ça peut contribuer à l'empoisonner. Pourquoi pas? Ça peut contribuer à l'empoisonner. Mais maintenant, vous voyez la thèse qui est là où les gens débiles, les gens se disent, bon, les docteurs ont dit, les quoi ont dit, les hôpitaux n'ont pas donné, n'ont pas dit qu'il était empoisonné. Vous voyez, dans le monde de la diplomatie, un hôpital, même si l'hôpital trouve la maladie qu'Ahmed était empoisonné, à cause de ces liens diplomatiques-là, l'hôpital ne peut pas donner une décharge médicale pour exposer ça au public, pour dire Ahmed a été empoisonné. Ils vont toujours dire qu'il a été, bon, ça a été un cancer, tout en sachant qu'il a consommé certaines choses. Mais maintenant, ce que les gens ne comprennent pas, quand vous êtes en train de réfléchir, faire une réflexion autour de l'empoisonnement, tous les aliments, tout aliment, si c'est mal consommé, ça peut vous empoisonner. Si Ahmed était malade, il avait de l'hépatite, comme je l'ai dit, il avait de l'anémie, comme je l'ai dit, s'il mangeait des aliments qui sont contradictoires, qui n'arrangent pas sa physionomie, son corps, et former comment dire, une biosynthèse qui peut aider ces globules blancs à pouvoir synthétiser à ces globules rouges pour pouvoir lutter contre tout ce qui est mauvaise germinologie autour bon, de son métabolisme physique. Bon, ça peut empoisonner tout votre corps. Imaginez que vous prenez des feuilles consommables, où les gens préparent et consomment ça, et que votre corps a des antigènes qui ne sont pas compatibles à digérer ça. Mais vous allez voir que vos voisins sont en train de manger ça, mais si vous vous amusez à manger ça, ça empoisonne votre corps petit à petit et vous allez mourir. Donc, ce poison peut être un poison universel qui a tué Ahmed, comme ça peut être un poison, donc on dit, bon, selon les réseaux sociaux, qu'il a été empoisonné par ses opposants, ou bien des challengers qui l'ont empoisonné pour juste l'éliminer pour les élections présidentielles. Bon, donc ça, c'est quelque chose qu'on a expliqué. Voilà, c'est pour cela qu'on veut vraiment expliquer ça dans les détails, mais d'une manière très approfondie, pour ne pas que vous ouvrez, vous partez dans les réseaux sociaux, vous voyez les gens qui crient, les cyberactivistes qui crient, mais ils n'ont pas cette notion de vous expliquer en profondeur les facteurs qui peuvent contribuer à la mort d'Ahmed Pakayo, qu'on aime tout. Et vous voyez, donc c'est comme ça. Après ces facteurs, nous allons parler d'autres facteurs qui sont là, et les facteurs spirituels. La spiritualité aussi peut tuer quelqu'un. Il était dans des grandes organisations spirituelles, il était musulman, il était aussi autre chose. Donc, il y a tout cela qui est là. Ce sont des choses où il ne faut pas négliger aussi. Il faut tenir compte que ça pouvait vraiment tuer Ahmed. Si Ahmed a eu quelques problèmes là-bas, donc ça peut le tuer. Dernier facteur qu'on va dire, bon, que ce ne serait pas très long, c'est la drogue. On a parlé de la drogue, il y a eu des enquêtes qui ont été faites. Et dans ces enquêtes-là, il y a eu des cartels. Quand on dit cartel là, c'est différentes organisations qui sont là en train d'opérer sur un seul business. Et dans le business, ça peut arriver à un certain moment où il faut éliminer. Bon, s'il y avait d'après les gens, d'après les enquêtes, il y a la mafia italienne qui est là, la mafia libanaise qui est là. Ahmed aussi avait son réseau. Il y a beaucoup d'autres mafias beaucoup d'autres organisations qui sont là. Et tous sont en train de lutter pour conquérir un terrain qui est le terrain, l'Afrique, l'Europe et puis beaucoup d'autres pays. Donc la mafia italienne est en train d'opérer en Europe, la mafia libanaise est en train d'opérer en Afrique. Ils veulent distribuer la drogue en Afrique. Et la mafia d'Ahmed aussi est en train de pouvoir offrir la classe politique, la grande classe aux produits. Donc, tout ça là, il y avait des rivalités qui sont là. Mais maintenant, quand vous avez des rivalités, il arrive à un certain moment. Donc, si votre démarche en train de détruire les profits de l'autre côté,
bon, ils sont obligés de vous éliminer pour pouvoir vraiment continuer leur rentabilité sur ces business. Donc ça, c'était un dernier point qui appuie, bon, qui peut tuer quelqu'un, qui éliminer, à mettre dans les réseaux des business. Maintenant, après ça, nous allons parler d'un autre point. Nous n'allons pas être très long pour ne pas prendre votre temps parce que le temps est très, très important. Nous allons parler d'un autre point qui est très important, qui est le charisme de la personne, le respect qu'il a auprès de son environnement et l'aide sociale qu'il a donnée aux gens. Les Africains ont tendance à confondre souvent les dons, dont l'argent sort de l'État pour représenter la personne. Si Ahmed prenait de l'argent de l'État, il votait des budgets de l'État pour pouvoir aider les gens, ce n'est pas une aide. C'est son travail parce qu'il est payé pour faire ça. Mais les gens ont tendance à confondre que quand un premier ministre débloque un budget pour faire des actes sociaux, et un acte social pour aider la population, il trouve que la personne, c'est par bonté qu'il a fait ça. Alors que c'est son travail. Ahmed est super payé. Son salaire était très énorme pour qu'il puisse faire ce travail. Il était un maire. Et le travail d'un maire, c'est aussi des actions sociales. C'est aussi contribuer à l'épanouissement et voilà, améliorer l'environnement de la ville et aider la population. Mais il était payé pour ça. Mais en Afrique, quand il fait ça, les gens ont tendance à confondre. C'est comme si ils ont l'impression que cet argent-là vient directement de la poche d'Ahmed. Cet argent vient du contribuable ivoirien. Même si vous, en tant que contribuable ivoirien, citoyen ivoirien, et vous n'arrivez pas à voir directement que cet argent-là vient de vous, mais imaginez, votre pays est parti au sein de la FMI, Fonds monétaire international, pour prendre un crédit qui, au court terme et à long terme, on dit c'est un crédit de 20 ans ou bien c'est un crédit de 40 ans. Ça veut dire que votre génération va payer ce crédit. Et si cet argent est utilisé pour des œuvres sociales, ce qui est normal, donc vous ne pouvez pas coller cette étiquette-là à Ahmed pour dire il était un bon ton. Et c'est ce côté, je voulais éclaircir les Ivoiriens pour qu'ils puissent comprendre que les dons qu'ils faisaient à gauche et à droite là, si cet argent ne provenait pas de sa poche directement, on ne doit pas coller l'étiquette de quelqu'un qui donne. Voilà, parce que c'est l'argent de l'État. Et cet argent était utilisé à des œuvres sociales ou bien cet argent était utilisé pour améliorer l'infrastructure et le bien-être des Ivoiriens. Voilà. Mais en dehors de ça, il y a quelque chose qu'il faut reconnaître que l'homme de sa personne, on peut être une personne très bonne. C'est-à-dire, Ahmed, quand on parle de respect, l'écoute, pouvoir écouter les gens, respecter les gens, vraiment, il avait ces côtés-là. Et c'est ces côtés qu'il faut beaucoup souligner que vraiment, c'était quelqu'un de bien. Quelqu'un qui aimait écouter ses grands frères, quelqu'un qui aimait écouter les enfants, quelqu'un qui, quand il y a un problème, tu parles, il écoute. Ça, vraiment, c'est un point très important qu'il faut donner à cet homme et qu'il faut comprendre et puis demander à la génération prochaine, à la génération future, d'adopter ce charisme-là. C'est vraiment très important. Quand vous avez le sens d'écoute. Voilà. Et quelle autre chose? Il y a un autre point qu'on voulait souligner ici. Vous voyez, moi, je vais vous dire quelque chose. Les francophones, ceux qui sont dans les pays francophones, ils ont tendance aussi à confondre un grand point très important. Quand tu viens pour aider quelqu'un, quand tu enlèves l'argent pour donner à la personne, pour qu'il puisse aller démarrer un business, tu enlèves l'argent pour donner à la personne parce qu'il est handicapé, tu enlèves l'argent pour donner à quelqu'un parce que c'est un artiste, tu veux qu'il vraiment il œuvre à son œuvre artistique, il puisse s'améliorer. Il faut comprendre que vous n'êtes pas en train d'aider cette personne. Quand quelqu'un vient vous donner de l'argent cash comme ça, et vous dit allez-y faire, ou commencer à faire une entreprise, la personne n'est pas en train de vous aider. Je vais vous expliquer pourquoi.
Si Ahmed, en tant que Premier ministre, il était en train de distribuer l'argent, donner l'argent aux uns aux autres, c'est bien, c'est vraiment très bien, mais c'est pas bon. Parce tout simplement, le côté qui fait que c'est pas bon, c'est le fait que lui seul, il ne peut pas distribuer l'argent à tous les Ivoiriens. L'œuvre qu'il est en train de faire là, ça seulement impacte tout un petit groupe de population. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous vous arrêtez, vous appelez tous ceux dont Ahmed a donné l'argent, c'est possible qu'on peut les dénombrer. C'est pour cela que je dis en tant que scientifique, nous on parle en tant que nombre, en tant que chiffre. On peut dire, ok, Ahmed, durant toute sa vie, il a aidé 4 millions d'Ivoiriens. Il a donné les cash, l'argent cash, à 4 millions d'Ivoiriens. Mais alors que dans la population ivoirienne, vous voyez, la population est combien de millions? C'est trop, c'est beaucoup. C'est un exemple qu'on va prendre. Supposons que la population ivoirienne est de 14 millions et que Ahmed a aidé seulement 4 millions. Vous voyez pourquoi est-ce qu'on dit que ce n'est pas une aide? Ahmed pouvait les aider autrement et que cette aide-là puisse impacter presque la moitié même de la population ivoirienne. Ou bien même voir tous les territoires ivoiriens. Je ne connais pas tous les œuvres qu'Ahmed a fait dans toute sa vie. Il a eu à construire certaines choses comme les écoles, il a payé la scolarité des gens. Mais moi, je voulais vous dire quelque chose. Si vous payez la scolarité de quelqu'un, ça veut dire que la personne reste dépendante de vous. Les jours que vous mourrez, ça dit vous avez coupé les robinets à la personne. C'est difficile souvent de temps que la personne puisse continuer. Mais alors que si vous bâtissez une infrastructure qui permet à la personne d'être autarcique, c'est-à-dire vivre et dans un environnement résilient, sans encore plus besoin de votre aide, je pense que vous avez fait quelque chose de très grand. Moi, j'aurais voulu, voilà ce que j'aurais voulu, qu'Ahmed fait. Mais il est déjà parti, c'est déjà trop tard. Il faut juste prier pour son âme, que son âme se repose bien. Mais s'il y a des gens qui veulent vraiment être comme Ahmed, de la manière il a pu, en bac, de la manière il a pu faire, il a pu cultiver son image, il est pu arriver. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut poursuivre cette voie-là, voilà ce que je vais vous conseiller. Il faut construire des entreprises. Les Africains aujourd'hui ont besoin des entreprises. Ils ont besoin de travailler pour avoir un salaire. Ils n'ont pas besoin à ce que vous venez chaque fois les donner 10 000 francs, 100 000 francs, et 20 millions, 40 millions, 400 millions, comme bon, ils ont dit ça. Les Africains n'ont plus besoin de ça parce que vous les rendez paresseux. Il faut construire, moderniser. Il faut moderniser vos pays. Il faut construire des usines de transformation. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire détient presque tout dans son sous-sol. Le cacao, le café, bon, tous les chocolats, et quoi encore, l'or, les manganèse, et les diamants, les cuivres, les plastiques, et encore les palmes, les huiles de palme, les cocos, on peut même plus, c'est tellement très vaste. Mais aujourd'hui, si vous renversez la tendance, vous prenez la Côte d'Ivoire, vous donnez ça au Japon, et vous prenez le Japon, vous donnez à la Côte d'Ivoire, vous interchangez ces pays-là, le Japon devient première puissance mondiale. Je vais répéter ça pour que vous puissiez comprendre ça. Si vous prenez la terre, les ressources de la Côte d'Ivoire, tout ce qui est ressources du sous-sol, ressources humaines, ressources de quoi, vous donnez ça au Japon. Et que vous prenez les ressources naturelles du Japon, vous donnez ça à la Côte d'Ivoire, le Japon devient la première puissance mondiale. Parce qu'il n'y aura pas quelque chose qui peut le freiner encore. Vous avez des porcs, vous avez des poissons, vous avez la teke, vous avez le café, vous avez le cacao, vous avez l'or, vous avez les diamants, vous avez le pétrole, vous avez tout. Tout ce qu'un pays a besoin pour être première puissance du monde. Mais jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire, bien vrai qu'elle est première puissance économique de l'Afrique francophone, elle est toujours sous-exploitée ou bien elle est surexploitée par l'extérieur au lieu que ce soit une exploitation endogène. Et il faut ça, de passage, il faut saluer le président ghanéen qui vient tout récemment de signer une convention de transformation de son cacao au Ghana. C'est-à-dire désormais, le cacao brut ne pourra plus sortir du Ghana. Ils vont fabriquer du chocolat. Si la Suisse a besoin de chocolat, ils viennent chercher le chocolat au Ghana.
et n'ont plus besoin de venir prendre le cacao, aller fabriquer ça en Suisse, revenir encore avec des tablettes de chocolat, venir vous donner à manger. C'est pas normal. Donc, pour revenir à Ahmed, comme c'est lui, de lui on parle, donc c'est pour dire qu'Ahmed pouvait construire des entreprises. Beaucoup d'entreprises. Je ne parle pas des petites entreprises. C'est-à-dire des unités de transformation auxquelles où un Ivoirien qui se lève comme ça, il brosse ses dents, il n'a pas besoin de bouger à gauche, à droite, chercher, c'est du pain quotidien. Il part travailler, comme de la manière vous voyez les Chinois, ils sont en train de travailler dans des entreprises. Donc, vous mettez la population au travail. C'est-à-dire, à ce moment, il avait diminué le taux de chômage, il avait permis à chaque Ivoirien de gagner une rémunération pour nourrir sa famille, et le bien-être des Ivoiriens allait être très élevé, et puis c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ça allait être un pays très développé. Et ça touche, cet impact-là, ça touche toutes les générations. C'est-à-dire, quand quelqu'un a, si les étudiants qui crient chaque fois, ils ont des problèmes, un étudiant peut finir ses classes et puis il part travailler dans un petit contrat, dans une entreprise comme ça. Et voilà. Et il a quelque chose pour acheter ses tickets pour manger. Et autre chose encore que Ahmed pouvait faire pour être vraiment rentré dans l'histoire du monde. Il pouvait faire ça pour entrer dans l'histoire du monde. C'est-à-dire, tout l'argent qu'il a distribué là, il pouvait utiliser ça pour construire des grands centres de recherche scientifique, des grands laboratoires de recherche scientifique. C'est ça qui fait qu'un pays peut sortir. Si un pays n'a pas de chimistes, regardez aujourd'hui, les billets de France CFA sont fabriqués en France. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on peut avoir des centres de recherche où on peut bâtir des entreprises qui peuvent fabriquer les billets. Vous avez le bois qui est là, déposé. Ces bois-là, des grands forêts tropicaux, ça peut être utilisé pour fabriquer les billets de francs CFA. Vous voyez? Mais il manque des ingénieurs, il manque des architectes, il manque des scientifiques, il manque des chimistes, il manque des experts en géospatial, des experts qui sont super doués dans le domaine informatique, dans les génies, mais il manque ça en Côte d'Ivoire, il manque ça au Burkina, il manque ça au Mali, il manque ça au Niger, il manque ça presque dans tous les pays francophones. Mais pourquoi est-ce que nous tournons en rond? C'est ceux qui nous manquent pour décoller. On n'a plus besoin des gens pour venir nous donner l'argent encore. Parce que ça, non, c'est comme je l'ai dit, ça n'avance pas l'Africain. Tu vas prendre l'argent, des petits problèmes, tu vas aller te soigner à l'hôpital, l'argent là est fini. Bon, tu vas te sortir maintenant dire, ah, Ahmed m'a donné l'argent, vraiment, il était quelqu'un de bien. Mais alors que ton mal n'est pas fini. Alors que si Ahmed avait construit des grands hôpitaux internationaux, un hôpital, vous m'excusez de mon français, mais des grands hôpitaux internationaux, des renommés internationaux, lui-même là, il n'avait plus besoin de prendre l'avion pour aller en France. Il y a quoi la Côte d'Ivoire a, quoi la France a et la Côte d'Ivoire ne peut pas avoir aujourd'hui? C'est quoi? La Côte d'Ivoire a toutes les ressources que la France n'a même pas un tiers des ressources que la Côte d'Ivoire a. Mais elle peut se taper des hôpitaux les plus renommés internationaux pour traiter les cancers. Les grands centres de recherche sur les cancers. Je profite de cette vidéo, si elle arrive à Alassane Draman Ouattara, il faut construire pour la mémoire d'Ahmed Bakayoko, il faut construire un grand centre, l'un des plus grands centres de recherche sur le cancer. Et faire ça en hommage d'Ahmed Bakayoko. Construisez des grands centres modernes de recherche médicale sur le cancer. Des grands centres de traitement pour le cancer en Côte d'Ivoire, pour la mémoire d'Ahmed Bakayoko. Là, il pourra vraiment reposer un peu. Ce sont des projets. Peut-être qu'ils avaient ces projets, mais il faut les exécuter parce que nul ne sait l'heure, le temps et la seconde qui reste pour vivre sur cette terre. Il faut faire les choses maintenant. Il ne faut plus attendre après votre mort et nous, on est obligé de venir faire notre analyse scientifique autour de ces sujets. Il faut réfléchir sur ces côtés. Si le président ivoirien m'entend, je veux qu'il rende hommage à Ahmed Bakayoko
Pas seulement aller organiser des grands meetings ou dans des stades remplis de stades. Il faut construire des grands centres scientifiques de recherche internationale, de renommée internationale, sur le traitement du cancer, les recherches sur le cancer et aussi les préventions. Il faut que vous arriviez à faire ça. Parce que prendre chaque fois des avions, voilà qu'ils ont dit que si on savait, on allait l'amener en Turquie. Mais il y a quoi la Côte d'Ivoire a, il y a quoi la Turquie a et la Côte d'Ivoire n'a pas. Il fallait que tu prends Ahmed depuis la France, l'envoyer en Turquie, l'envoyer en Allemagne. Tout ça là, vous êtes en train de tourner à rond, alors que votre pays est très riche et que votre pays est capable de construire ces centres de recherche. C'est que d'une part, il y a un manque de responsabilité qui est là. Et il faut le dire très haut pour permettre à Alassane Draman Ouattara de construire son pays sur ses normes scientifiques, sur ses normes de technologie, sur ses normes de recherche approfondie. Vous avez besoin de laboratoires de géospatial. Vous avez besoin de former des ingénieurs sur l'espace. Vous avez besoin de former des ingénieurs sur la santé. Des appareils médicaux, des ingénieurs mécaniques, des ingénieurs électroniciens, des électroniciens. Vous avez besoin de former toute cette génération qui est là. Mais pourquoi est-ce on passe toujours le temps à penser qu'on a le temps, que quand le temps va venir, on va le faire, alors que vous allez mourir. Nous tous, on va mourir. Mais ces projets les plus importants de la vie, il faut les faire. Ça fait 1960 jusqu'à nos jours, ça fait combien d'années que nous sommes en train de tourner à rond sans pouvoir bâtir ces grands centres pour vraiment aider nos populations. Donc c'est ce côté que je voulais souligner. Et puis bon, pour revenir à Ahmed, pour clôturer, je veux que la jeunesse, si elle m'entende, elle peut utiliser ce que Ahmed n'a pas pu faire. Elle peut utiliser ce que Ahmed a pu faire. Elle peut utiliser cette combinaison-là pour faire sortir un produit de haute qualité. Ce que Ahmed n'a pas pu faire, c'est de pouvoir construire ces grands centres de recherche-là, ces grands centres scientifiques de technologie, de renommée internationale dans tous les pays. Ce que Ahmed n'a pas pu faire, c'est de construire et former les gens qui peuvent faire les infrastructures elles-mêmes. Vous n'avez plus besoin des Chinois pour venir construire des stades. Vous n'avez plus besoin des Chinois pour venir construire des autoroutes. Vous n'avez plus besoin des Européens pour venir vous construire des voies, des voies des locomotives, des trains de locomotion. Vous n'avez plus besoin de tout ça. Vous êtes vous-même que vous pouvez vous former pour arriver à ce stage-là. Mais s'il faut chaque fois aller prendre des ingénieurs chinois, des ingénieurs japonais, des ingénieurs français, pour venir faire un travail que vous-même, vous pouvez former votre peuple à pouvoir le faire sur place. À quoi c'est de tourner à rond? Alors que demain, si ces stades internationaux où les Chinois ont construit, si ces stades commencent à avoir des problèmes, qui pourra venir réparer? C'est les mêmes Chinois qui vont venir réparer. Vous allez les payer sur l'argent des contribuables. C'est les Français qui vont venir rénover votre infrastructure parce que c'est vieille. Vous allez les payer. Mais votre peuple est là. Pourquoi ne pas les former? Pourquoi ne pas former votre peuple? Formez votre peuple. Alassane Draman Ouattara, mais vous avez fait les universités les plus renommées du monde. Vous avez traversé les États-Unis. Mais il faut former votre peuple. C'est là la ressource. Tant que vous ne misez pas sur cette ressource, nous allons passer à rond. Nous allons tourner à rond. Je ne voulais pas tirer cette vidéo longue. Je vais m'arrêter là. Je vais saluer d'abord la mémoire d'Ahmed Bakayoko ici. Je vais saluer le président de la République ivoirienne, ses ministres, ses opposants aussi qu'il faut les saluer. Mais la cohésion pour la paix, la cohésion sociale, il faut appeler tous les opposants doivent rentrer au pays. Ils ne doivent plus rester à l'extérieur. Que ce soit Gbagbo, que ce soit Blé-Goudé, que ce soit Guillaume Soro, que ce soit n'importe qui, je ne les connais pas. Je ne milite pas pour eux, je ne les connais pas. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire n'est pas mon pays. Mais j'aurais préféré que le président Alassane Draman Ouattara puisse faire ce travail-là avant la fin de ses jours. Il faut rassembler tous les Ivoiriens. Il faut former le peuple ivoirien.
Il ne suffit pas de les donner du pain. Comme Thomas Sankara avait dit, il faut les apprendre à pêcher les poissons. Et il faut leur dire d'éviter de passer leur temps dans les réseaux sociaux, perdre tout leur temps alors que ce temps-là pouvait être très bon à utiliser pour se former dans d'autres choses. En termes de populations qui dépensent leur temps dans les réseaux sociaux, il y a des Ivoiriens qui vraiment ils occupent une place très importante. Alors que ce temps qu'ils prennent là, ça pourrait vraiment leur donner la chance de partir sur l'Internet, aller apprendre beaucoup de choses. Ça pourrait aussi aider la Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara, honorable Excellence Alassane Draman Ouattara, je voudrais que tu formes ton peuple, que tu donnes ton peuple cet espoir-là de pouvoir fabriquer les choses eux-mêmes, si c'est leur propre terre. Vous n'avez plus besoin de prendre des avions présidentiels pour aller soigner des gens à l'extérieur. Monsieur Alassane, si vous m'entendez aujourd'hui, faites-le. Faites-le votre programme pour pouvoir en fin de compte rentrer dans l'histoire des hommes les plus grands, des grands scientifiques. Merci pour cette vidéo. Donc, à plus.